Il y a 13 ans, ma fille a abandonné mes trois petits-enfants sur le pas de ma porte en disant qu'elle avait juste besoin d'une sieste. Elle n'est jamais revenue. Je les ai élevés, nourris, aimés, alors qu'elle les traitait comme des déchets. Mais ce matin, elle n'est pas revenue avec une carte de remerciement ou des excuses. Elle est revenue avec un groupe d'intervention, un avocat en costume à 3 000 € et l'accusation que j'avais kidnappé ses enfants. Il croyait me tenir. Il pensait que j'étais un vieux sénile qu'il pourrait écraser sans effort. Mais il ne savait rien de l'enveloppe moutarde cachée depuis des années sous une latte du plancher de ma chambre. Il était 6 heures du matin un dimanche. Je m'appelle Henri Beaumont. J'ai 70 ans, mes genoux craquent quand le temps change, mais mes mains restent fermes. J'ai passé 40 ans dans le pétrole. La cuisine était silencieuse, à part le grésillement du bacon. C'était mon moment préféré. Dans l'autre pièce dormaient mes trois raisons de continuer. Léo, 17 ans, receveur de baseball. Valérie, 15 ans, qui voulait étudier le droit. Et Mathéo, mon Mathéo, 13 ans, un bébé de 2 mois quand sa mère l'a déposé ici. Ma pension, 1 800 € par mois. Entre l'hypothèque et les courses pour 3 adolescents, il me restait 400 €. J'avais économisé pendant 6 mois pour acheter un nouveau gant à Léo. Ce n'était pas une vie de luxe, mais cette maison était chaude et pleine d'amour. Jusqu'à ce que la porte explose. Je n'ai même pas entendu qu'on frappait. Un fracas me secoua les os. Des photos tombèrent, des éclats volèrent. Ma cuisine se remplit d'hommes en casques et gilets. Ils hurlaient. Police, au sol, mains visibles. Une botte me balaya les jambes. Je tombais, le visage écrasé contre le carrelage. Ne leur faites pas de mal, ai-je crié. Il y a des enfants. Un genou dans mon dos, des menottes se refermèrent. Mon cœur cognait. Je les entendis se réveiller. Le cri de Valérie, les pleurs de Mathéo, Léo qui rugit « Lâchez-le !» Mon garçon était sorti en boxeur, prêt à se battre contre une armée. « Reste en arrière, Léo !» ai-je crié. 2 agents le plaquèrent. « C'est un garçon !» ai-je supplié. « Il a 17 ans. » C'est alors qu'elle entra. Véronique, ma fille. 13 ans avaient repassé. La dernière fois, elle pesait à peine rien, la peau grise à cause de la drogue. Elle avait abandonné 3 bébés. Maintenant, elle semblait sortie d'un magazine. Manteau crème, cheveux parfaits, lunettes chères. Elle me regarda avec un dégoût glacial. « Le voilà !» cria-t-elle. « Voilà le monstre qui m'a volé mes bébés !» J'étais au sol, incrédule. Volés? Je ne les avais pas volés. Je les avais sauvés. Elle courut vers les enfants terrifiés. « Mes amours !» gémit-elle. « Maman est là. Elle vous a tant cherché. » Mathéo se recroquevilla. Il ne la connaissait pas. « Éloigne-toi d'eux, ai-je rugi. Tu les as abandonnés. » Elle se tourna, le masque tomba un instant. Un sourire glacé qui disait « J'ai gagné ». Puis des larmes parfaites coulèrent. « Officier, sanglota-t-elle. Il délire. Il est violent. Il nous a gardés prisonniers 13 ans. Mensonge. Mais pour eux, j'étais un vieil homme débraillé. « Henri Beaumont, dit l'officier. Vous êtes en état d'arrestation pour kidnapping. » Ils me traînèrent dehors. Mes voisins regardaient, horrifiés. Dans la voiture, je regardais la maison. La porte pendait. Sur le porche, Véronique posait avec les enfants devant un photographe. Léo avait l'air de vomir. Valérie pleurait. Mathéo était perdu. Les flashs m'aveuglèrent. Mes petits-enfants n'étaient que des accessoires. Quand la voiture démarra, quelque chose en moi devint froid. 13 ans, je les avais protégés. J'avais tout sacrifié. Et en 20 minutes, Véronique était revenue pour tout incendier. La cellule sentait le chlore et le désespoir. Je m'assis sur un banc en acier, entouré d'hommes au regard dur. Henri Beaumont, 70 ans, en sandales oranges 2 tailles trop grandes. Un gardien frappa les barreaux. Beaumont, affaire légale. Dans une salle, un garçon qui ne semblait même pas se raser. Costume bon marché, chemise trempée. Je suis Bruno, votre défenseur public. Dites-moi quand je retrouve mes petits-enfants. Il grimaça. Le juge a fixé une caution. 500 000 €. Je ris, amer. J'ai 400 € d'économiser pour un gant. Bruno sortit une tablette. Vous devez voir ça. Le journal télévisé. Cauchemar en banlieue. Grand-père kidnappe 3 mineurs.
Véronique a un podium. À côté d'elle, Santiago Ledesma, avocat qui ruine des vies. Mon père est dangereux, pleurait Véronique. Elle racontait que je l'attendais avec un fusil, que j'avais enfermé les enfants dans un cachot. Je serrais les poings. La seule arme que j'avais eue était un pistolet à air pour les ratons laveurs. Le cachot était une chambre avec des étoiles collées au plafond pour que Matteo n'ait pas peur. Je fermai les yeux. Le souvenir me frappa. Véronique était arrivée tremblante. Elle devait de l'argent à des gens dangereux. Ils vont me tuer, papa. Ils vont faire du mal aux enfants. Je n'avais pas 5000 euros. J'ai vendu mon vieux pick-up que j'avais reconstruit de mes mains. Je suis rentré à pied et lui ai donné l'argent. Prends-le, paie, sois une mère. Elle l'avait arraché sans merci. Et maintenant, elle disait que je l'avais poursuivi avec une arme. On me mit dans une cellule commune avec une télévision. Les images défilaient. Ma maison, ma photo. Je semblais dérangé. Un homme énorme me regarda. « C'est toi, le kidnappeur. » Je reculai. « Ce n'est pas comme ils le disent. » Il n'écouta pas. En prison, ceux qui font du mal aux enfants sont en bas. Tu les as enfermés. Il s'approcha. Je me préparais. 70 ans, mauvais genou. Je n'allais pas gagner. Son poing me fendit la mâchoire. Lumière blanche. Je goûtais le métal. Mon crâne heurta le béton. La dernière chose que je vis, mère retrouve ses enfants. Miracle. Puis tout s'éteignit. Je me réveillai à l'infirmerie. Bruno avait trouvé un garant. Le prix. Ma maison, le terrain que mon père avait acheté il y a un demi-siècle. Je signai d'une main tremblante. Le taxi de retour fut une humiliation. Le chauffeur me regardait. Mon visage était partout. En me déposant, il cracha et partit. Je restais devant les décombres de ma vie. Le ruban de police dansait. La porte de chêne était fendue. Je franchis le ruban. Le silence me frappa. Pendant 13 ans, cette maison avait été musique et rire. Maintenant, seul le bourdonnement du réfrigérateur. La police avait tout retourné. Mais le vrai dommage, le couloir rempli de cadres vides. Véronique avait pris les photos. Elle voulait effacer 13 ans. J'entrai dans la chambre des enfants. Je m'assis sur le lit de Matteo. Ma botte heurta quelque chose. Une vieille tétine avec un petit ours. Matteo l'avait cachée. Je la tins, et soudain je n'étais plus là, mais 13 ans plus tôt. Une nuit humide. Véronique près d'une voiture rouillée. Un homme tatoué au volant. Elle fumait, tenait un sac à langer. Je l'avais suppliée. « Ne pars pas, tu as un bébé qui a besoin de lait. » Elle exhala une fumée amère dans mon visage. « J'en ai marre, papa. Des pleurs, des couches. Je veux vivre. Je veux être libre. » Elle sortit un porte-clés, me le lança. « Tiens, si tu les veux tant, garde-les. De toute façon, ce ne sont que des mômes, qu'un fardeau. » Voilà ce qu'elle avait dit. Môme, fardeau. Je ramassai les clés. « Si tu pars, ne reviens pas. » Elle rit, sauvage. « Ne t'inquiète pas, vieux, tu ne me reverras plus. Je vais à Las Vegas. » La voiture partit. J'entendis les pleurs à l'intérieur. Matteo, affamé. Je le pris et promis qu'il serait le centre du monde. Le souvenir se dissipa. Je revins au présent avec la tétine. Elle disait que je l'avais chassée, mais elle les avait jetés comme des ordures. Un coup sur le cadre. L'agent Molina me tendit des papiers. « Je suis désolé, Henri. Ordonnance de restriction. 500 mètres de Léo, Valérie et Matteo. Aucun contact. Elle est au Grand Hôtel Mirador. Sécurité privée. Ne t'approche pas. » Quand il partit, la maison devint tombe. À 9 heures, j'étais assis à me demander si Valérie aurait son inhalateur. L'asthme la prenait quand elle était bouleversée. Véronique ne savait même pas ça. Alors le téléphone sonna. Je décrochai. « Allô ?» Friture. Respiration lourde. Un chuchotement tremblant. Grand-père. Mon cœur s'arrêta. C'était Léo. « Tu vas bien ? Où es-tu ? » « Dans les toilettes. J'ai volé le portable d'une employée. »« Grand-père, tu dois nous aider. Elle est folle. Complètement folle. »« Doucement, fils. Que se passe-t-il ? » Elle nous a enfermés dans une suite, pris nos téléphones, pris l'inhalateur de Valérie parce que ça fait moche sur les photos. Elle a amené des stylistes,
nous oblige à porter des vêtements qui grattent et à poser. Elle pince Matteo quand il ne sourit pas. La rage me troubla la vue. Léo, écoute-moi, sois fort, protège ton frère et ta sœur. Il sanglota. Il y a des hommes dehors, des gardes. Elle dit que tu vas rester en prison pour toujours, qu'on lui appartient. Elle parle d'argent, d'avocat, d'un fidéicommis. Elle ne nous aime pas. Elle veut le chèque. Je le sus. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la cupidité. Je ne vais pas aller en prison. Je vais te ramener. Mais fais exactement ce que je te dis. Tête baissée. Observe tout. Mémorise ce qu'elle dit. Je dois y aller. Elle arrive. J'entendis une poignée bouger. Avec qui tu parles? L'appel mourut. Je savais que j'avais besoin d'aide. Un homme avec qui je n'avais pas parlé depuis 20 ans. Basile, le Basque. Avant, enquêteur privé, jusqu'à ce que l'alcool le vainque. Si quelqu'un pouvait tracer d'où venait l'argent de Véronique, c'était lui. J'arrivais à une vieille caravane en périphérie. Une ampoule bourdonnait, attirant des papillons. Je frappais fort. Basque, ouvre, c'est Henri. Il ouvrit en t-shirt et boxeur, revolver dans une main, bouteille dans l'autre. Barbe grise, yeux rouges. Bon sang, Henri, tu as l'air écrasé. J'entrai. Odeur de vieux papier et d'alcool. Un chaos de dossiers, mais dans un coin. Un bureau avec des écrans allumés. Je lui racontais tout. L'opération, l'arrestation, le pot de vin. Il m'écouta sans ciller. Alors elle est revenue, et elle nage dans l'argent. Ledesma ne se lève pas pour moins de 100 000 euros. D'où ça sort? Le Basque fit craquer ses doigts. On va le découvrir. Il tapa rapidement. Premier calet jaune. Tristan, le vieil ami, est mort d'overdose il y a 2 mois. 50 euros et un mandat. Alors ce n'était pas lui. Non. Mais Véronique l'a identifié et n'a pas réclamé les cendres. Il continua. Rien d'emploi pendant 10 ans. Et soudain, carte platine. Compte dans des paradis fiscaux. Une façade ABB Holdings. D'où est venu l'argent initial? Gros virement. D'un cabinet à Marseille. Montemayor et Salinas, avocats d'héritage. Ceux qui gèrent des fidéicommis pour l'argent pétrolier. Mon pouls s'accéléra. Véronique ne connaissait personne comme ça. À moins que ce soit par le père. Le Basque tourna sa chaise. Le père du plus jeune. Tu m'as dit qu'elle avait raconté que c'était un musicien de rue. Elle a dit qu'il s'appelait Julien et qu'il était mort avant la naissance de Matteo. Le Basque sourit sans joie. Règle numéro 1. Tout le monde ment. Il chercha. Test de paternité ordonné il y a 13 ans quand elle avait demandé une aide sociale. Elle a dû donner un nom. Elle en a donné un. Julien Colmenares. Je n'avais jamais entendu ce nom. Qui est-ce? Il resta silencieux longtemps, puis siffla. Assieds-toi bien, Henri. Julien Colmenares n'était pas un moins que rien. C'était le fils secret d'Eusebio Piedra. Le nom me frappa comme un poing. Eusebio Piedra, propriétaire de Pétrole Piedra, l'un des hommes les plus riches du pays, mort le mois dernier. Piedra l'a tenu à distance avec de l'argent. Julien a vécu discrètement. Il est mort dans un accident de moto il y a 4 mois. Pas de testament. Alors l'héritage va à ses héritiers directs. Le Basque hocha. Et comme il n'avait ni femme ni parents vivants, ça va à ses enfants, Léo, Valérie et Matteo. Il ouvrit un dossier. Le fidéicommis de Julien, évalué à 18,5 millions d'euros. J'eus le vertige. Mes enfants, avec des vêtements d'occasion et des céréales génériques, étaient multimillionnaires. Et voici le pire. L'argent est en fidéicommis jusqu'à leurs 21 ans. Mais le tuteur légal touche des frais d'administration. 500 000 euros par an, plus le logement et l'accès aux biens. Je sentis la bile. C'était un salaire. Elle a besoin de la garde pour ouvrir le coffre. Pas seulement la garde, elle doit être la seule tutrice. C'est pourquoi elle t'a accusé de kidnapping. Si tu deviens un criminel, tu ne peux pas te battre. Elle garde les enfants, touche le chèque et vit comme une reine. 13 ans sans un appel. Et dès que l'argent apparut, elle défonça ma porte. L'audience pour nommer le tuteur permanent sera mardi prochain. 6 jours. Je compris le plan. Si elle arrivait normalement, un juge verrait mes 13 ans. Je pourrais gagner. Mais un kidnappeur n'obtient pas la garde.
Un criminel ne gère pas 18 millions. Elle devait me détruire. C'est pourquoi le groupe, l'histoire de l'arme. Elle avait besoin que je sois un monstre. Je voulus les prévenir. Je composai le numéro que Léo avait utilisé. Ça sonna une fois. Voix robotique. Le numéro était déconnecté. Elle l'avait trouvé. Mon garçon était enfermé, et je ne pouvais même pas lui dire « Je viens te chercher ». Le basque monta le volume du téléviseur. Véronique devant l'autel en noir et perle. Ledesma derrière, vautour élégant. Elle regardait la caméra, l'arme fausse. Ils avaient besoin de guérir, d'intimité. C'est pourquoi ils partiraient ce soir pour l'Europe, vers un centre en Suisse pour victimes d'enlèvement. Notre vol part dans 2 heures. Nous allons à l'aéroport privé. Je restais sans air. Si elle les embarquait, c'était fini. Elle fuit. Elle avait peur que je réussisse à me battre avant mardi. Ce n'était plus juridique. C'était un sauvetage. Si on y va, je viole l'ordonnance. Si on se fait attraper, je prends 20 ans. Le basque vérifia le revolver et le rangea à sa ceinture. Il me lança les clés. Alors, il vaut mieux qu'on ne se fasse pas attraper. Le basque conduisit comme si le diable le poursuivait. Le moteur rugissait. 10 minutes. Si le pilote a l'autorisation, il décolle avant qu'on entre. L'aérodrome privé apparut. Grille haute, fil barbelé. Sur la piste, un jet prêt, moteur hurlant. Une camionnette noire près des escaliers. Je les vis. Véronique tirait Matteo par le bras. Mon petit plantait ses talons. Elle le traînait sans pitié. Un homme portait Valérie sur son épaule pendant qu'elle donnait des coups. Et Léo, mon Léo se battait. Il se planta devant un garde, lança des coups. Le type rit et le poussa. Léo tomba, se releva et se mit entre l'avion et son frère. Il les force, fonce dans la grille. Il n'hésita pas. Il accéléra et emporta le portail. Métal qui cria, étincelle. Nous entrâmes en dérapant. Le pilote dut nous voir. Les moteurs s'élevèrent. Bloque l'avion. Le basque freina de côté devant le jet. J'ouvris la portière et sautai. Mes genoux protestèrent, mais l'adrénaline fut l'anesthésie. Je levai la clé en croix. Lâchez-les. Le garde posa Valérie. Léo me regarda, yeux grands ouverts. Grand-père. Véronique se retourna. Le vent fouetta ses cheveux. Elle ne semblait pas effrayée, elle semblait furieuse. Montez-les dans l'avion maintenant. Les types hésitèrent. J'avançai. J'avais de l'arthrite et le cœur me sautait parfois, mais là, je me sentis géant. Si vous les touchez encore, je vous casse chaque os. Le plus grand mit la main dans sa veste. Le basque tira en l'air. L'explosion coupa la nuit. En arrière, le prochain n'est pas un avertissement. Le type s'arrêta, main en l'air. Véronique attrapa Matteo et tenta de le monter. Non! Je courus. J'arrivai aux escaliers. Je frappai le métal avec la clé. Un bruit de cloche. Lâche-le, Véronique. Elle me regarda d'en haut. Tu es pathétique, un vieux pauvre. Tu crois pouvoir arrêter ça? Je les ai. Ils sont à moi. Tu les as mis au monde. Tu ne les possèdes pas. Sirène, lumières rouges et bleues, police aéroportuaire. Véronique sourit avec cruauté. C'est fini, Henri. Tu viens de tout me donner. Elle avait raison. J'avais violé l'ordonnance. Mais tant que cet avion ne décollait pas, j'avais gagné du temps. Monsieur, lâchez l'objet. Je me retournai. Voiture, agent me visant. Je regardais Léo, Valérie, Matteo. Je vous aime. Je vous aime plus que tout. N'oubliez jamais. Je commençai à baisser le métal, mais le garde se jeta sur moi. Taser! Je sentis le coup dans la poitrine. Ce fut comme la foudre. Tout mon corps se tendit. Douleur blanche, brutale. Je tombai. Le métal roula. J'entendis Léo crier mon nom. Des bottes m'entourèrent. Ils m'écrasèrent. Ils me menottèrent. Arrêtez de résister. À travers la douleur, je vis Véronique en haut de l'escalier. Elle regardait comment on me traînait. Elle ajusta sa robe et parla au pilote. Je pus lire sur ses lèvres. Il ne pouvait pas partir. La piste était une scène, elle était fermée. La rage lui tordit le visage, mais elle dut faire monter les enfants dans l'avion sans décoller. Elle ne partait pas ce soir.
J'avais acheté du temps en échangeant ma liberté contre un délai. Ils me jetèrent dans une voiture. Je réussis à voir le basque menotté. Il me regarda et hocha la tête avec tristesse. Je m'évanouis, mais la guerre ne faisait que commencer. J'avais une dernière arme. L'enveloppe moutarde cachée sous le plancher. Le basque avait survécu à l'assaut des mercenaires dans ma maison pour la récupérer, saignant et brisée. Et quand je la tins enfin, tachée de son sang, je sus que je n'étais pas seul. Le jour du jugement se leva gris et humide. Je ne dormis pas, l'enveloppe moutarde collée à la peau sous l'uniforme. Elle me grattait, mais ce grattement me gardait sain. Quand j'entrai dans la salle, ce n'était pas la justice, c'était un cirque. Des centaines de personnes, des journalistes, des pancartes. Protégez les enfants, enfermez-le. Monstre. La salle était glaciale, énorme. Véronique à la table de l'accusation. Plus la femme au manteau cher, maintenant une mère souffrante. Pull gris, sans maquillage, cernes exposées. Un chef-d'œuvre de manipulation. Ledesma à côté, sûr comme un couteau. Le juge, M. Paredes, entra avec un visage de pierre. Dans ses yeux, j'étais déjà coupable. Le procès fut une boucherie. Ledesma monta un spectacle. Il me peignit comme un vieil homme amer. Il parla de cachot et appela son témoin vedette. Teodoro Guzman, mon voisin, le même à qui j'avais aidé. Il monta sans me regarder. « Monsieur Guzman, racontez-nous ce que vous avez entendu. » Guzman regarda Véronique qui hocha la tête. Des cris, beaucoup de cris la nuit. J'ai entendu les enfants supplier qu'on les laisse sortir. J'ai entendu M. Beaumont les frapper. Un souffle parcourut la salle. C'était un mensonge. Les seuls cris étaient pour un match ou des enfants qui jouaient. Menteur, murmurai-je. Bruno me saisit le bras. Le jury l'avalait. Je me levai. Vous êtes renvoyé, Bruno. Bruno resta figé. Le juge frappa le marteau. Monsieur Beaumont, asseyez-vous. Vous avez une représentation. Non, votre d'honneur. Je me représente moi-même. Murmure. Ledesma sourit. Un vieux qui s'autodétruit. Le juge avertit que c'était une mauvaise idée. Je soutins son regard. Peut-être que je ne connais pas la procédure, mais je connais la vérité. Et je suis le seul ici qui la connaisse. Après un silence, il accepta. Votre premier témoin ? Je n'ai pas de témoin. Ledesma lâcha un petit rire. Le juge, irrité. Avez-vous une déclaration ou perdons-nous du temps ? Je mis la main dans l'uniforme et sortis l'enveloppe moutarde. Froissée, tachée de terre et de sang. Je vis les yeux de Véronique se fixer dessus. Elle cessa de jouer. Son corps se durcit. Elle reconnaissait la couleur de son péché. Je marchai lentement avec l'enveloppe levée. La salle resta silencieuse. Un silence qui pèse comme la pierre. Je déchirai le sceau. Le son résonna comme un coup de feu. Mes mains étaient fermes. Je sortis un document écrit à la main, jaunâtre, avec un sceau notarié daté du 14 août 2011. Je m'éclaircis la gorge et lus d'une voix claire, froide. Moi, Véronique Beaumont, par la présente, vends de manière totale et permanente mes droits parentaux sur mes enfants, Léo, Valérie et Mathéo, à Henri Beaumont. Ce transfert est définitif. En échange de renoncer à toute réclamation de maternité, j'accepte la somme de 15 000 € en espèces. Cet argent est pour l'achat d'une Mustang cabriolet modèle 2011. Je jure de ne jamais revenir. Je laissai la feuille levée. 15 000 €, le prix de 3 vies. La salle explosa. La sténographe cessa de taper, bouche ouverte. L'huissier recula, écœuré. Mais je n'avais pas terminé. Je sortis une photographie. Je la montrai au jury et au juge. Véronique dans le parking d'une concession, appuyée contre une Mustang rouge, souriant comme une prédatrice. Dans une main, les clés. Dans l'autre, un éventail de billets. Et derrière, flou mais clair, un porte-bébé. Mathéo, 2 mois, rouge d'avoir pleuré, abandonné pendant que sa mère posait avec l'argent. Je mis la lettre et la photo devant le juge Paredes. Je vis la couleur se drainer. Il prit la feuille et sa main trembla. Il lut 1 fois, 2 fois, regarda la photo. La posture professionnelle s'évapora et apparut la fureur humaine de quelqu'un regardant un monstre. Ledesma, l'avocat invincible, resta pétrifié.
Son visage devint cendre. Il regarda le document, puis sa cliente, et s'écarta d'elle comme si la pourriture était contagieuse. Il ferma son dossier. Capitulation. Véronique, pour la première fois, fut dénudée. Pas de belles larmes, pas de jeu. Elle chercha des alliés dans la salle et n'en trouva aucun. Le jury la regardait avec haine. Le juge respirait fort. Quand il parla, sa voix fut basse, dangereuse. Madame Beaumont, en 20 ans à ce pupitre, je croyais avoir tout vu. Mais vous avez vendu vos enfants, pas donnés en adoption, vendus, pour une voiture. Vous avez laissé votre bébé sur le trottoir en plein été pour vous prendre en photo avec de l'argent. Véronique se leva, paniquée. Ce n'est pas réel, c'est faux. Il l'a inventé. Le juge frappa le marteau comme un tonnerre. Le sceau notarié est authentique. L'écriture correspond à tout ce que vous avez signé ce mois-ci. Ne m'insultez pas. Véronique s'effondra en pleurant. Mais Ledesma tenta de sauver le bateau. Il se leva. C'était irrégulier. Ils exigeaient une expertise. Le juge allait répondre quand les portes s'ouvrirent violemment. La salle sursauta. Je me retournai. C'était Léo. En sueur, chemise déchirée, une chaussure en moins, yeux allumés. Véronique cria son nom. Léo l'ignora et marcha. L'huissier voulut l'arrêter. Je rugis. Laissez-le passer, c'est mon petit-fils. Le juge leva une main. Laissez parler le garçon. Léo arriva à mes côtés. Il me serra l'épaule. Pardon d'être en retard, grand-père. J'ai dû sortir par la fenêtre. Puis il regarda le juge. Tout ce que mon grand-père a dit est vrai. Elle ment. Elle ne nous aime pas. Elle veut l'argent. Ledesma protesta. Lavage de cerveau. Léo mit la main dans sa poche et sortit un téléphone noir bon marché. Je ne suis pas lavé, et j'ai des preuves. Il l'ouvrit et approcha le haut-parleur du micro. Ça grésillait. La voix de Véronique, sans douceur, pure âpreté. Alors, quand est-ce que je reçois l'argent ? Une voix d'homme. Dès qu'on signe la tutelle mardi, Véronique. Bien, parce que je ne supporte pas un jour de plus avec ces mômes. Le grand me regarde comme s'il voulait me tuer, et le petit n'arrête pas de se plaindre. C'est pathétique. L'homme. Souviens-toi, 18 millions. Garde les yeux sur le prix. Je sais. Dès que le chèque arrive, je leur achète 3 billets pour cet internat en Suisse. Le moins cher, mais loin. Qu'ils pourrissent là-bas. L'homme demanda pour moi. Véronique rit, glacée. Ne t'inquiète pas. Ledesma dit qu'il prend 20 ans. Il est vieux, il meurt dedans. Je vais trinquer à Paris pendant que ses petits-enfants pourrissent. C'est un vieil idiot qui aurait dû mourir il y a des années. Léo éteignit l'enregistrement. Le silence fut absolu. Le jury était horrifié. Le juge était furieux. Véronique, enfin sans masque, lança un cri animal et se jeta sur Léo, avec des ongles cherchant son visage. « Donne-le-moi! Tu m'appartiens !» Léo recula. Je m'interposai. « Maîtrisez-la !» tonna le juge. 3 agents la renversèrent et la menottèrent. Elle donnait des coups, mordait, crachait, criait. « Je suis la mère! Ils sont à moi !» Ledesma vit le désastre et voulut s'échapper. Il ferma sa mallette, fit des pas vers la sortie. « Maître Ledesma, » dit le juge d'une voix calme qui faisait peur. L'avocat se figea. « Vous avez présenté un témoin que vous saviez mentir. Vous avez facilité une fraude. Vous avez été complice. » Il regarda les agents. « Emmenez également Madame Beaumont, chef d'accusation. Parjure, fraude, abandon, agression, conspiration. » Véronique se tourna vers moi, rage pure. « Je te hais, j'espère que tu meurs. » Pour la première fois en 13 ans, je ne ressentis pas de colère, seulement de la pitié. « Je sais. Et c'est pour ça que tu as perdu. » Le juge ordonna aussi la détention de Ledesma. On l'emmena, ses chaussures chères traînant. La salle était le chaos. Mais au milieu, il y avait un calme impossible. Léo me regarda. « On a gagné, grand-père ?» Je vis le juge indiquer qu'on me retire les fers. Je vis l'espace vide où avaient été les monstres. « Oui, fils, oui, on a gagné. » Le juge frappa le marteau une dernière fois. « Affaire classée définitivement. Monsieur Beaumont, vous êtes libre. Et quant à la garde des mineurs, je crois qu'ils sont exactement où ils doivent être. » Les mois suivants furent un tourbillon de papier. L'argent,
18,5 millions d'euros, semblait irréel. Il était à eux. Ils venaient d'un père inconnu et d'une mère qui les avait vendus. J'allais au cabinet qui gérait le fidéicommis. J'entrais avec ma chemise en flanelle et mes bottes. Ils me regardèrent par-dessus l'épaule. Je posai la tutelle sur la table. Je les renvoyais tous. Je transférais le fidéicommis vers un cabinet à l'éthique de fer et le blindais pour que même moi ne puisse pas toucher le capital. Cet argent serait pour l'université, les premières maisons, l'avenir. 6 mois plus tard, je me tins à l'entrée de ma vieille maison. Une pancarte à vendre se balançait au vent. Ça faisait mal de dire au revoir. C'est là que j'avais élevé ma fille, puis ses enfants. Il était temps de lâcher prise. Je la vendis à un jeune couple. Avec une partie des frais autorisés, j'achetai un rêve. Un camping-car, de ceux qui ressemblent à une maison roulante de luxe, avec de vrais lits, une cuisine complète et de l'espace pour vivre ensemble. Nous sommes partis un mardi matin. Nous n'avons pas regardé en arrière. Nous avons roulé vers l'ouest. Nous avons chanté avec la radio, mangé dans des bistrots de route, ri jusqu'à en avoir mal. Pour la première fois en 13 ans, il n'y avait pas d'ombre nous attendant sur le chemin. Maintenant, je suis assis dans une chaise pliante au bord des gorges du Verdon. Le soleil descend et peint le ciel d'oranges et de violets qui semblent impossibles. L'air sent le pin et le bois brûlé. Devant moi, crépite un feu de camp. Léo apprend à Mathéo à griller une guimauve sans l'incendier, bien que Mathéo s'entête à la laisser comme du charbon. Valérie lit enveloppée dans une couverture, les pieds sur un tronc, en paix comme je ne l'avais pas vue depuis qu'elle était petite. Et en les regardant, je ne vois pas 18 millions. Je ne vois pas de fidéicommis ni de procès. Je vois mes enfants. Véronique croyait qu'elle pouvait acheter le bonheur, qu'un manoir et un jet privé combleraient le vide qu'elle a à l'intérieur. Elle pensait que vendre ses enfants pour 15 000 euros était une bonne affaire. Elle se trompait. On dit que le sang est plus épais que l'eau, et on l'utilise pour justifier des péchés, pour vous obliger à pardonner à qui vous détruit juste parce qu'il partage votre ADN. J'ai appris à mes dépens que le sang n'est que de la biologie, rien de plus. L'amour est un choix. La loyauté est un acte. Véronique a choisi l'argent. Je les ai choisis, eux. Et pendant que je regarde Mathéo rire quand sa guimauve prend feu, et Léo lui taper dans le dos pendant que Valérie sourit en les voyant, je sais que j'ai bien choisi. Elle a vendu ses moments pour le prix d'une voiture d'occasion. L'argent peut être là, assis dans une banque, mais il ne vaut pas une seule de leurs étreintes. Parce que la famille n'est pas celle qui vous a donné naissance. La famille, c'est celle qui reste. Qui vend son pick-up pour payer vos dettes. Qui traverse une grille pour arrêter un avion. Qui s'assoit à vos côtés dans un tribunal quand le monde entier vous déteste. La famille, c'est celle qui est là quand la tempête arrive et qui reste quand le soleil sort. Et en regardant mes 3 enfants près du feu, je sais une chose avec certitude. Nous sommes à la maison. Peu importe où nous garons ce camping-car, nous sommes à la maison. Et ça, c'est une richesse que Véronique ne comprendra jamais. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.